Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mercredi 6 novembre. À 4 mois des municipales, la candidate FN de Saint-Alban quitte son parti. Le handicap et l'accessibilité pour tous au cœur des débats du Congrès national d'aide à la personne, congrès qui se tient jusqu'à demain à Toulouse. Et puis enfin, l'un des pères de la musique concrète, Pierre-Henry, au Capitole ce soir. Coup dur pour le FN départemental. Nadia Porto, la candidate au municipal de Saint-Alban, a décidé de quitter le parti et de renoncer au combat électoral. Elle et son mari, qui ont tous deux déchiré leurs cartes, parlent d'un parti raciste et homophobe. Ils se plaignent également d'avoir été victimes d'insultes et de menaces. Et oui, et du côté du parti de Marine Le Pen, on compte porter plainte pour diffamation. Serge Larose, le candidat au municipal 2014 pour Toulouse, parle en outre d'un dossier mensonger monté de toutes pièces. On l'écoute. Nous nous attendons à beaucoup de choses de cette sorte, des coups bas, des montages. Je pense qu'elle a dû être reprise en main par la communauté algérienne ou par l'UMP, puisqu'elle vient de l'UMP, qu'elle a dit qu'elle y retourne là actuellement. C'est un montage grossier car elle prête des paroles à des gens sans dire qui les a prononcées, quand, devant quel témoin. Donc nous l'attaquons en diffamation parce que c'est gravissime. Mais nous sommes habitués à ces coups bas et nous savons que nous en aurons d'autres pendant cette campagne. On écoute à présent la réponse de Nadia Porto qui se dit prête à livrer des noms en cas de face-à-face. S'ils veulent le faire sur TLT, bien sûr, l'antenne leur est ouverte. Mes propos, je les maintiens, je les ai entendus, j'ai des témoins et je n'ai pas voulu citer de nom pour ne traîner personne dans la boue publiquement. Maintenant, auquel cas il porte l'affaire devant la justice, il y aura des auditions et à ce moment-là je donnerai des noms et il y aura des confrontations et on verra qui dit vrai. Je suis très déçue de la réponse apportée par le Front National. J'aurais aimé qu'avant de prendre parti pour les responsables locaux ou pour moi, de faire d'abord une enquête et d'écouter tous les sons de cloche. Autre élément du dossier, la polémique autour du nom de famille utilisé pour la campagne. Nadia Porto souhaitait utiliser son nom de jeune fille à consonance maghrébine, Djelila, un désir qu'aurait, selon elle, refusé le FN. On écoute à nouveau Serge Larose. Je dis à toutes les dames qui sont sur nos listes, la loi vous autorise à figurer sous votre nom de jeune fille ou votre nom d'épouse. Et je lui dis à elle aussi, Madame Porto, vous pouvez figurer. Elle m'a dit non, je préfère mon nom d'épouse car mon nom de jeune fille, nom algérien, ne serait pas très porteur. Voilà, donc c'est elle-même, donc elle ment quand elle dit que le Front National lui a conseillé de se présenter avec son nom d'épouse. C'est elle-même. Et voici ce que lui répond l'ex-candidate FN à Saint-Alban. Ma version n'a pas changé. J'ai voulu ouvrir un nouvel électorat au Front National, notamment maghrébin. Donc je me suis dit, voilà, je voulais faire une pub pour le Front National en mettant une affiche Front National et au-dessous un nom à consonance justement maghrébin pour que ça leur ouvre un nouveau électorat. Là-dessus, on m'a dit que non, au contraire, je perdrais plus d'électeurs que je n'en gagnerais. Ils ont dit que déjà mon prénom suffisait à faire comprendre mes origines. Tous ces propos ont été recueillis par Raphaël Baudouin. Social maintenant, Jérôme, c'est assez rare pour être signalé. Les vétérinaires montrent leurs canines puisqu'ils sont en grève et ça faisait 40 ans que ça n'était pas arrivé. Oui, ils protestent contre une disposition du projet de loi d'avenir de l'agriculture présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. Le texte, selon les vétérinaires, pourrait restreindre leur possibilité de délivrer certains antibiotiques. Cette clinique vétérinaire est vide car pour la première fois depuis 40 ans, les professionnels sont en grève. En cause, un projet de loi sur le découplage des antibiotiques dits critiques. Le découplage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours le droit de les prescrire, mais nous n'aurions plus le droit de les fournir à nos clients et à nos patients. Ça pose plusieurs problèmes puisque, contrairement à la médecine de ville, la médecine vétérinaire, même si c'est une médecine de ville, on joue le rôle de l'urgentiste, on joue le rôle de l'hôpital. On n'a pas tout à fait le même rôle qu'un médecin. Eh bien, ça voudrait dire que quand par exemple vous allez à l'hôpital pour faire un parler avec la médecine humaine, les médecins vous diraient bon, il faut ça, ça et ça. Hop, mais monsieur, vous pouvez marcher, allez les chercher à la pharmacie. Vous comprenez. Tout ce qui est urgence, quand on intervient la nuit, le dimanche, ça obligerait les patients ou les clients
à aller chercher les antibiotiques ailleurs. C'est à la base une lutte contre l'antibiorésistance qui présidait à cette loi. Prescrire moins d'antibiotiques permet une meilleure efficacité du produit. Les vétérinaires ont participé activement à ce processus, car en 5 ans, ils ont baissé la consommation de 30%. Hier, comme par miracle, cet appendice au projet de loi sur le fait qu'ils ne pouvaient plus délivrer certains médicaments qu'ils prescrivent avait été enlevé. À quoi bon donc alors un coup de colère et une grève? Bien sûr, on est très content que les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé, se soient rendus compte de notre efficacité. Ceci dit, on est toujours un petit peu méfiant puisque la loi doit passer au Parlement et il faudrait qu'elle ressorte du Parlement telle qu'elle y est rentrée, c'est-à-dire sans un amendement surprise. Ne dit-on pas, chat échaudé craint l'eau froide. On a lancé une pétition. Et les vétérinaires étaient 3000 devant le ministère de la Santé à manifester aujourd'hui. Rappelons qu'on compte 16 000 vétérinaires inscrits à l'ordre en France et dont 450 en Haute-Garonne. Gros plan à présent, Jérôme, sur la maison de la recherche et de la valorisation. Oui, cette structure est située dans d'anciens locaux de l'ENSIA 7 à Rangueil. Le chantier de réaménagement et de restructuration financé par l'État et la région a duré 2 ans et a coûté 15,5 millions d'euros. Cette entité permet à divers établissements d'avoir un socle commun en matière de recherche, d'informatique et de formation continue. Les explications détaillées de Marlène Canal. Le maître mot de cette maison de la recherche et de la valorisation, la mutualisation. Mettre en commun les espaces avec ces 4 bâtiments, mettre en commun les services, mais aussi des fonctions communes avec les départements recherche et doctorat qui rassemblent les 15 écoles de doctorat de toute l'université de Toulouse. Toulouse qui compte 4000 docteurs et près de 800 nouveaux diplômés chaque année. Nous avons justement mutualisé toutes les formations des docteurs pour à la fois en faire de bons enseignants-chercheurs avec des formations pédagogiques, mais aussi des doctorants qui pourront s'intégrer dans les entreprises, avec une formation à l'entreprise. Sur Toulouse, ça fait quand même longtemps que nous savons travailler avec les entreprises, mais l'aspect valorisation, dépôt de brevets, vente de licences, ça, nous avions de grands progrès à faire. Et grâce à cette mutualisation, je pense que nous sommes en train de commencer à faire de vrais grands progrès dans ce domaine. Une grande partie des locaux est occupée par les services de formation continue ou en alternance gérés par l'Institut national polytechnique. La surface totale est de 11 335 mètres carrés après réhabilitation et c'est une rénovation assez lourde qu'a subi ce bâtiment datant des années 60. On n'a pas tout cassé. Mais par contre, on a fait un effort extrêmement important sur ce qu'on appelle maintenant la transition énergétique. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui sont non pas climatisés l'été, mais rafraîchis, donc ça ne coûte pas cher et par contre c'est confortable, et qui sont très bien isolés pour l'hiver. Donc nous allons faire de très grosses économies d'énergie dans cette rénovation. Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui doivent occuper les lieux, 150 pour le personnel enseignant, administratif et technique, et près de 900 pour les étudiants. Le 38e congrès national de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne se déroule à Toulouse jusqu'à demain. Il a pour thème l'accessibilité. Oui, le directeur de cette fédération, Yves-Jean Dupuis, nous parle de l'intérêt de ce congrès et de ce qui se cache derrière le mot accessibilité. Monsieur Dupuis, bonjour. Alors vous êtes directeur de la FEHAP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors c'est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. C'est une fédération d'établissements non lucratifs qui réunit aujourd'hui 3880 établissements de tout type, établissements sanitaires, établissements médico-sociaux, personnes âgées, personnes handicapées, et qui a comme particularité de couvrir l'ensemble du champ de la protection sociale en France, la structure d'hébergement collectif, structure d'hébergement à domicile, mais également toutes les actions de soutien et d'accompagnement à domicile. Alors vous êtes réunis pour 2 jours en congrès. Alors quels sont les participants et quelles thématiques allez-vous aborder durant ces 2 journées ? Alors, les participants principaux sont surtout les adhérents de la fédération. On a également d'autres personnes qui sont extérieures à la fédération. Le thème de cette année, c'est l'accessibilité. Depuis maintenant 4 ans, nous travaillons sur les problématiques de prise en charge dans de bonnes conditions des besoins de la population en France. Et parmi ces besoins, c'est perçu qu'il y a un problème d'accessibilité majeur. Accessibilité géographique, accessibilité financière, accessibilité en temps, combien de temps est-ce qu'il faut pour avoir une réponse à un besoin. Accessibilité également en termes d'information, est-ce que toute la population a la même information sur les bons services, sur les services qui sont adaptés à leurs demandes. Mais également les problèmes de soutien ou d'inégalité, pour les personnes en situation de handicap, faire en sorte qu'elles trouvent une réponse partout où elles ont besoin d'avoir une licence normale. Est-ce que quand on pense accessibilité, on pense handicap, mais finalement il n'y a pas que cela.
Non, les handicaps sont multiples. C'est un handicap physique, bien sûr, mais il y a un handicap social. Quand on a des problèmes de financement, il est évident que aller se faire soigner pose problème. Lorsque la sécurité sociale existe, mais que vous n'avez pas d'assurance complémentaire, avoir à payer un ticket modérateur, avoir à payer parfois un coût supplémentaire chez un médecin qui ne pratique pas le secteur 1 mais qui est en secteur 2 d'assurance maladie, c'est évident que les gens ne peuvent pas se faire soigner. Donc il y a un problème d'accessibilité financière, mais également un problème d'accessibilité géographique. Lorsque vous habitez dans une campagne, que vous avez 80 ans, pas de véhicule pour vous déplacer, et que dans cette campagne il y a un désert médical, c'est-à-dire que le premier médecin est à 40 km, c'est évident que ça pose des problèmes pour ces problèmes d'accessibilité au système de soins. D'où l'importance pour nous de rapprocher les services de soins, les services de proximité, les services sociaux de ces personnes qui ne peuvent pas accéder directement aux services existants. Votre fédération, en quoi a-t-elle un rôle à jouer là-dedans finalement? Dans la mesure où on a une présence sur l'ensemble du champ de la protection sociale, il est évident que notre fédération ne peut pas passer à côté de ces problèmes importants de société que sont les problèmes d'accessibilité. Donc notre rôle est multiple. C'est un rôle d'abord de lobbying, faire en sorte que les pouvoirs publics intègrent les difficultés d'accès. Et c'est le rôle que nous avons dans toutes les commissions nationales et différents groupes dans lesquels nous participons au niveau national. Mais c'est également un rôle de conseil auprès des adhérents, faire en sorte de publier un certain nombre d'études montrant l'intérêt qu'il y a pour les adhérents d'aller peut-être fouiller dans ces études pour voir si réellement les besoins sont satisfaits sur le territoire ou s'il y a une concurrence stérile, essayer d'annuler cette concurrence pour développer peut-être d'autres services beaucoup plus utiles à la population. Et donc demain, je crois que vous allez aborder en présence de la ministre Michèle Delaunay la thématique de l'aide à la personne. Oui, c'est ça. C'est ça tout à fait dans le prolongement de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que nous sommes présents dans le champ d'hébergement, mais au-delà de l'hébergement, il faut rapprocher les structures des populations, des besoins de population. Et donc on a fait une étude déjà il y a maintenant 3 ans, qu'on vient de renouveler cette année, qui fait l'analyse région par région de la présence de structures d'aide à domicile, maintien à domicile, hôpital à domicile, service de soins infirmiers à domicile, service d'aide à domicile pour les personnes en situation de handicap, enfin la foultitude de structures qui existent aujourd'hui. Donc on a fait une cartographie de cette existence pour l'instant des services et on essaie à partir des déserts médicaux qu'on a déjà étudiés il y a 4 ans, d'essayer de voir si on n'a pas aujourd'hui des places ou des endroits où nos services ont besoin d'être développés et donc l'action nécessaire de nos adhérents pour couvrir ces besoins. Merci beaucoup Monsieur Dupuy. Merci. Au revoir. Descendons désormais dans la cave, et pas n'importe laquelle, la cave du lycée Fermat. La cave, c'est autre chose. Le service archéologique de la ville nettoie actuellement une tour qui s'y trouve, une tour de l'enceinte antique de Toulouse, érigée sous le règne de l'empereur Tibère. Vous savez à quelle époque il régnait cet empereur? Alors c'est soit avant Jésus-Christ, soit après en général. Voilà, c'est 30 ans après Jésus-Christ. On écoute Pierre Pisani, le responsable du service archéologique de Toulouse Métropole. Donc cette tour qui fait plus de 10 mètres de diamètre est en fait construite à partir de moellons de pierre et de briques. Cette tour faisait environ 7 mètres de haut à l'origine. Elle a été mise au jour dans les années 60 lors de la construction de cette partie du lycée Fermat et en fait avait été protégée avec un coffrage en bois, mais elle n'avait pas été étudiée correctement et mal photographiée. Donc depuis une semaine, le service archéologique de Toulouse Métropole est en train de la renettoyer et de l'étudier. Une fois que notre étude sera terminée, cette tour ne sera pas détruite puisqu'il n'y a aucun risque de destruction lors des futurs travaux de rénovation du lycée, mais elle sera protégée à l'aide d'une bâche plastique pour qu'elle reste accessible et visible aux visiteurs lorsque le lycée décidera de la montrer. Nous vous en parlions hier, le cinéma Le Méliès à Castelmourou fête son 30e anniversaire toute la semaine. Point d'orgue de l'événement, la soirée de samedi consacrée à un classique sorti dans les années 60. Longtemps numéro 1 au box-office avec plus de 17 millions d'entrées en salle. Je veux parler évidemment, Jean-Marc, vous qui êtes spécialiste cinéma. Je veux dire que c'est le film qui a été détrôné par Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, c'est-à-dire La Grande Vadrouille. Vous savez combien de passages télévisés il y a eu de La Grande Vadrouille? Une vingtaine, je dirais. Un petit peu moins, 16 fois. Ah. Avec près de 9 millions de téléspectateurs à chaque fois. Un gros score. Et oui, alors évidemment, vous savez que la fille de Gérard Horry est Danielle Thompson, qui est elle-même cinéaste et scénariste, et elle sera présente pour cette grande soirée de gala au Méliès. On regarde le reportage de Fanny Madabour. Pour terminer sa semaine anniversaire en beauté, le cinéma Le Méliès de Castelmourou proposera samedi un classique à ses spectateurs, La Grande Vadrouille. Ça sera le point d'orgue de la semaine, avec à 18h donc la projection du film La Grande Vadrouille, auréolé bien sûr de l'équipe du film et surtout
surtout l'arrivée de Danielle Thompson, donc la fille de Gérard Houry. Cascadeurs, maîtres d'armes, reconstitution avec un club de voitures militaires de la course du jeté de citrouille. Les organisateurs n'ont pas manqué d'imagination pour rendre cette soirée mémorable. Et pour l'occasion, un Castel C25, le planeur de la Grande Vadrouille, sera présenté au domaine de Pressac par les ailes anciennes de Toulouse. Ce que je souhaite au Méliès, c'est qu'effectivement il perdure le plus longtemps possible et je pense qu'on tiendra 40, 50, 60 et je pense qu'il est bien plus encore après. Voilà. Voilà, longue vue au Méliès et c'est donc samedi soir cette soirée. Au Capitole, en tout cas ce soir, un spectacle des plus innovants, des plus abstraits pour certains, même si l'œuvre a plus de 40 ans. Oui, l'un des pères de la musique électroacoustique, Pierre-Henry, 87 ans, interprétera ce soir derrière sa console et dans l'enceinte du théâtre du Capitole l'une de ses œuvres majeures, l'Apocalypse de Jean, une des compositions qu'il dit préférer interpréter. Les murs de la salle risquent bien de trembler, je vous préviens, c'est quand même assez spécial. Cette voix profonde est celle de Jean Negroni, comédien disparu en 2005 et voix off récurrente des œuvres de Pierre-Henry. Elle a résonné hier après-midi dans la forêt d'enceinte installée au cœur de la salle de spectacle à l'occasion des répétitions de l'Apocalypse de Jean, une œuvre créée en 1968 à partir du Nouveau Testament, une fresque musicale ayant demandé une longue maturation à son compositeur. Il y a eu une dizaine d'années, je dirais, d'élaboration par Pierre de cette œuvre. Parce que donc il est allé chercher des matériaux, il a fait comme un espèce d'herbier sonore. Et puis au moment de la composition, après l'enregistrement de la voix de Jean Negroni, il a pu commencer à composer. On peut faire une composition ou un agencement musical avec des sons désagréables. Et puis après, ce son-là, on le met dans un contexte. On le met avec d'autres sons et là, ça y est, il y a un paysage sonore qui devient une composition musicale. L'oratorio électronique en 5 temps de Pierre-Henry n'avait jamais été joué à Toulouse. Le Capitole sera donc le théâtre de cette première. Pour son compositeur, la compréhension du texte est fondamentale. Il a fallu s'adapter au lieu. Le texte de l'Apocalypse est essentiel. Donc c'est vraiment un suivi de la voix, de la voix, de la voix. Donc avec ce cahier des charges, j'ai conçu un système de restitution qui pouvait respecter la voix, ne pas faire des échos en tapant un peu sur les surfaces. En marge du spectacle, une exposition autour de ce pionnier de la musique concrète qu'est Pierre-Henry est à découvrir dans les foyers du théâtre. Et on termine avec le Festival des Inrocks qui se tiendra lundi et mardi. The New Puritans ou encore Valérie June, j'ai pas un super anglais, fouleront à cette occasion la scène du bikini. Je crois que vous faites partie des happy few qui iront, Jean-Marc. Oui, enfin des gens qui aiment bien les découvertes et le Festival des Inrocks c'est souvent l'occasion de faire des découvertes, en tout cas pour le grand public. Et il y aura le concert de Sons notamment, ce sera lundi soir, élu meilleur nouveau groupe par l'hebdo musical NME, un hebdo musical anglais. Et ces Québécois finalement pratiquent un rock minimal et électronique dont je suis certes assez friand, mais dont beaucoup d'autres sont aussi friands. Comment ça s'orthographie? Sons, S-U-U-N-S. On regarde un extrait du clip. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Nouvelle édition de votre journal et demain. Puis on peut souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les Sylvie, par exemple. En outre à la mienne, je crois, c'est ça. Très bien, à demain, Jérôme. Merci.